Je peux comprendre la personne qui n'a pas un euro de côté, je peux comprendre, entre parenthèses, mais j'ai toujours incité les gens à avoir une épargne de précaution, puisque l'immobilier, si ça se casse la gueule, c'est pas si sympa que ça, parce que le prêt, tu es engagé toi à rembourser. On va parler un peu de cette crise sanitaire avec Mehdi, parce que Mehdi est courtier en prêt immobilier. J'en ai déjà fait plusieurs vidéos avec Mehdi, c'est mon courtier officiel. J'aimerais que tu nous expliques en ce moment, Covid depuis, ça va faire combien de temps maintenant? 8 mois qu'on fait ça, du Covid. Ouais, ça fait un bon semestre. Qu'est-ce qui se passe avec les banques? Qu'est-ce qui se passe pour les investisseurs? Qu'est-ce qui se passe même pour les emprunteurs de manière générale? Et moi j'ai un peu cette sensation, tu m'as dit tout à l'heure en off, non. Mais moi j'ai un peu cette sensation que l'investisseur il est boycotté aujourd'hui et qu'il est compliqué d'avoir aujourd'hui un prêt immobilier. C'est quoi ton ressenti? Effectivement, oui, tu as un petit peu raison dans le sens où on a quand même des banques qui ont ralenti très, très sévèrement la distribution de crédit immobilier. Pour plusieurs raisons, hein. On a parlé du Covid, mais ce n'est pas que les seules raisons, le Covid. On a effectivement une intervention de l'État qui est venue un petit peu durcir les conditions d'octroi de crédit. Et ça a pour effet effectivement de freiner les établissements bancaires à ce titre. Et on a également une période actuellement qui arrive, c'est la fin d'année et la fin des objectifs. Tu peux faire un point, parce que les gens ne comprennent pas trop ou ne connaissent pas trop justement ce truc-là de la fin d'objectifs pour un établissement bancaire. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Donc très simplement, les banques en début d'année, elles allouent des budgets prêts immobiliers, des enveloppes, et par secteur, par région. Et ces enveloppes arrivent soit rapidement à échéance, soit sur certaines régions, il reste encore des possibilités de prêts immobiliers, mais disons qu'aujourd'hui, on peut rapidement effectivement se retrouver dans une situation où la banque ne souhaite plus prêter par contrainte interne de budget dépassé. Oui, tu n'as pas que l'histoire Covid, il y a aussi des contraintes internes. Ça c'est important aussi de souligner que des fois tu vas dans une banque, tu ne sais pas pourquoi, ils sont prêteurs, et un mois après ils ne sont plus, 2 mois après ils le sont. Exactement, ça correspond à ce qu'on appelle la politique crédit de l'établissement bancaire. Et celle-ci, elle évolue au fil des mois durant l'année et au fil effectivement du ressenti économique de l'établissement bancaire, et sa volonté de prêter s'en ressent effectivement très rapidement. Bon, toi tu es courtier, donc tu fais l'intermédiaire entre l'investisseur, le particulier, l'emprunteur, qui veut solliciter un ou plusieurs établissements de crédit pour avoir son financement sur son projet immobilier. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu sens une diminution de ton chiffre d'affaires, de tes prêts que tu arrives à dégoter auprès des banques? Est-ce que tu sens des établissements plus impactés que d'autres? Qu'est-ce que tu peux nous dire là, de tout ça? Alors oui, je te confirme que je sens un vrai ralentissement, tant sur le nombre de dossiers qu'on réalise, sur le type de dossier qu'on réalise. À aujourd'hui, à mi-novembre, on est en mesure même de pouvoir établir des statistiques. Moi, j'ai fait en tout cas le constat de me dire que, en réalité, tous les dossiers de prêt immobilier qu'on faisait passer pour les 80% étaient autour des 33 voire plus d'endettement. Et ces dossiers, actuellement, se sont retrouvés un petit peu mis de côté. Il est très rare aujourd'hui d'avoir des dossiers de prêt pour lesquels on est à 20 ou 25% d'endettement. En plus, c'est une question de bon sens. Enfin, peut-être que je me trompe, mais il y a une question de bon sens. Un monsieur et madame Bertrand, chacun gagne 2000 euros, s'achètent leur maison au coup de cœur à 33% d'endettement. Ils veulent faire leur premier investissement locatif parce que tu as la banque qui te dit pour faire du locatif, il faut être propriétaire de ta résidence principale. Tout à fait. Ils se retrouvent à 33% d'endettement. Comment ils vont faire leur locatif? Exactement, on est dans un paradoxe total, c'est-à-dire que les banques passent à des profils, des personnes qui remboursent leur emprunt sans problème, qui ont de l'épargne de côté. Et les banques bloquent
par rapport à l'histoire des 33%. Ça, c'est une direction de l'Union européenne. C'est normaté aujourd'hui européennement ou c'est l'État plutôt. C'est en France. Exactement, c'est le ministère de l'économie avec le Haut Conseil de stabilité financière qui a imposé aux banques de prêter de cette façon-là, sous contrainte de devoir payer des amendes dans le cas contraire. D'accord. Donc en gros, vous le faites si vous le faites, mais si vous le faites, vous serez peut-être taxé. Exactement. Les banques ont des enveloppes pour prêter à plus de 33% d'endettement et elles ne le font pas pour tout le monde, elles se le réservent pour leurs clients. Et dans le contexte Covid, quel client peut encore se faire financer? Un investisseur peut encore se faire financer? Un investisseur peut se faire financer, tout à fait. En fait, il n'y a pas de chasse au type d'emprunteur. C'est une question de ratio, de taux d'endettement, c'est une question d'épargne, de profil, d'ancienneté sur le poste, le secteur d'activité. Voilà, c'est un ensemble de critères qui va dessiner un univers plutôt favorable ou à l'inverse défavorable. Hop, excusez-moi de couper cette vidéo, mais j'ai remarqué que plus de 60% des gens qui visionnent mes vidéos ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, donc je vous invite expressément à vous abonner de suite à ma chaîne et je vous laisse reprendre le cours de la vidéo. Qu'est-ce qui fait en sorte que je peux ou pas financer mon prêt aujourd'hui? Est-ce que, alors avant de vous poser cette question, je pense que c'est la question qui intéresse tout le monde, aujourd'hui j'ai un dossier, j'ai un prêt, je veux avoir un financement. Est-ce que, comme je te l'ai demandé tout à l'heure, est-ce qu'il y a des banques qui aujourd'hui ouvrent des vannes pour l'investissement, comme d'autres qui les referment ou d'autres qui n'iront pas plus loin? Alors non, aujourd'hui on ne constate pas de banques qui ferment leurs portes à l'investissement locatif, ni aux investisseurs. Ce qu'on constate plutôt, c'est que les banques sont plus regardantes et qu'elles essayent de faire de plus en plus de qualitatif. Je te coupe un instant, mais est-ce que immobilier, investissement, l'investisseur immobilier à travers les réseaux sociaux, YouTube, etc., a généré une amplitude d'investisseurs immobiliers, et c'est tant mieux parce que ça crée une économie, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, justement, les banques, ayant vu toutes ces personnes arriver sur ce marché de l'investissement, n'est pas en train de justement fermer des vannes à tout ce profil de personnes? Est-ce que tu n'as pas une sensation de ça? Est-ce que les retours des banques te disent qu'il se passe des choses sur Internet? Pas spécialement, c'est pas ce qui est décrié en tout cas. Je pense que les banques en réalité sont beaucoup plus attentives au projet en lui-même plutôt qu'à l'investisseur. C'est-à-dire qu'elles feront très attention à ce sur quoi elles vont prêter, ce qui garantit toujours la banque, de toute façon, l'immobilier étant un sous-jacent, le projet garantira toujours l'enveloppe de prêt mis à disposition de l'investisseur. Donc en gros, tu es en train de me dire, si je schématise, je raccourcis et je vulgarise, il faut trouver un bon produit bien en placé et avec une bonne rentabilité, ce qui permet à la banque de se positionner facilement. Surtout un produit qui peut redevenir liquide rapidement. Exactement, tout à fait. Il y a aussi l'histoire du marché. Et après, la banque va également être à l'écoute en fait, de l'investisseur, sa connaissance un petit peu du produit. Donc il faudra arriver beaucoup plus confiant, beaucoup mieux averti sur ce qu'on achète. Et il faudra savoir un petit peu vanter les mérites du projet et dire aux banques pourquoi on achète ce type de projet, pourquoi on fait ce projet-là, pourquoi on achète à cet endroit. Il faudra effectivement se montrer un peu plus expert qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, la démocratisation du prêt immobilier, c'est ce qui a fait aussi pourquoi les banques ont énormément prêté. Là où je te rejoins, c'est que bien évidemment, il n'y a plus que des acheteurs de résidence principale, il y a aussi des investisseurs. Et cette part d'acquisition est devenue beaucoup plus importante que dans le passé. Et donc, les banques l'ont remarqué. Maintenant, ce n'est pas le profil qui dérange, mais le projet qui peut être interprété. Grosso merdo, jalouse pas l'investisseur qui, lui, va gagner de l'argent avec cette activité. Non, du tout. En fait, elle aura par contre du mal à comprendre certains produits, certains projets. Et quand elle ne comprend pas, elle a du mal à faire. C'est-à-dire, en gros, un investisseur qui va faire, je dis une connerie, 15-20% de rendement, un truc exceptionnel en faisant de la location courte durée,
et qui va dégager de l'argent, la banque elle le comprend mal parce que déjà elle fait une pondération de loyer qui est spécifique à 60 ou 70% selon les banques, et en plus de ça elle a pour habitude d'avoir des dossiers immobiliers qui sont relatifs à du Pinel, du Robien, etc. L'ancien c'est un peu plus compliqué pour eux, non, peut-être? Exactement, il y a une appréhension un petit peu du projet locatif qui rentre dans des cases ou pas. Tu as parlé du Pinel, effectivement, c'est quelque chose de très connu, très financé, très développé par les banques, et donc elles financent sans problème parce que c'est sécurisé, il y a des grands promoteurs. Voilà, c'est un projet qui est maîtrisé et connu par les banques depuis quelques temps. Alors, là, ma dernière question, et c'est là où je voulais en venir, c'est qui aujourd'hui, en tant qu'investisseur, peut acheter? Alors, je voulais quand même revenir sur une chose, c'est qu'il va falloir quand même faire beaucoup plus de banques qu'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pouvait se permettre de pousser la porte d'une agence en bas de chez soi et de demander un prêt et l'obtenir. Là, tu es en train de me dire qu'il faut passer par un courtier. Là, je suis en train de te dire qu'il faut non seulement passer par un courtier, mais aussi s'attendre à ce qu'on ait plusieurs refus de prêt avant d'arriver à l'objectif final qui est l'obtention du crédit. Tu es en train de me dire qu'aujourd'hui, c'est une normalité d'avoir 5-6 noms. Exactement. Ça fait partie maintenant du jeu. Exactement. C'est pour ça que je milite, moi en tout cas, pour la professionnalisation un petit peu de l'investisseur, tant sur la partie financement que sur la partie produit. Très bien. Alors, qu'est-ce qui va faire en sorte que j'ai mon prêt immobilier? Donne-moi 2-3 règles de base qui fait que j'ai mon prêt immobilier. Alors, très bien connaître son dossier. Ouais. Il va falloir présenter son projet, dire pourquoi on le fait et montrer au banquier qu'on est expert sur l'investissement locatif. Okay. Les personnes qui font leur premier investissement locatif ont beaucoup plus de refus de prêt pour méconnaissance un petit peu de l'univers. Donc il va falloir être un petit peu plus renseigné sur l'opération qu'on réalise. Financer du Pinel, c'est très simple parce que c'est le promoteur qui s'occupe de tout. Financer de l'ancien avec des travaux, là il va falloir peut-être y mettre un petit peu plus de documents dans le dossier. Parler effectivement de l'entreprise de bâtiment. Celle-ci, elle est assurée, elle a une décennale notamment. Il va falloir également parler un petit peu de la ville et peut-être mettre aussi une simulation de ce que sera la valeur du bien une fois fini. Voilà. Donc on a dans un premier temps une information importante à donner sur le projet en lui-même. Montrer qu'on est expert sur ce qu'on fait et qu'on le maîtrise. Je vais dire une chose qui ne va pas plaire à tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos et qui veulent se lancer peut-être dans le business d'entrepreneuriat et aussi probablement dans l'immobilier par le biais de l'investissement et qui me disent Hassan, je n'ai pas un euro de côté, je suis endetté et je suis au RSA. On est d'accord que c'est pas jouable? On est d'accord que c'est un début, mais ça ne suffit pas en tout cas pour aller chercher un emprunt immobilier, d'autant plus en période actuelle et dans une période où les banques ont déjà énormément prêté et qu'elles souhaitent diminuer un petit peu les volumes de prêts. Donc la première des choses, surtout à rappeler, c'est de stabiliser sa situation professionnelle avant de vouloir investir. Parce que investir aujourd'hui, c'est, comme je l'ai toujours répété, mais c'est dépenser. C'est investir dans un bien, mais c'est aussi faire un effort d'investissement aussi personnel. C'est-à-dire que, en plus, je pense que peut-être tu as un retour, mais il y a peut-être de plus en plus de dossiers qui se financent plus à 110%. Tout à fait. Moi, j'ai jamais été un partisan du 110% parce que je faisais toujours un petit effort de jeu avec le partage de risque. Je peux comprendre la personne qui n'a pas un euro de côté, je peux comprendre, entre parenthèses, mais j'ai toujours incité les gens à avoir une épargne de précaution parce que l'immobilier, si ça se casse la gueule, c'est pas si sympa que ça parce que le prêt, tu es engagé toi à le rembourser. En revanche, peut-être qu'aujourd'hui, des financements à 110% que tu faisais encore 2, 3, 4 ans, tu les fais peut-être plus aujourd'hui. Est-ce que tu as vu une sensibilité s'affiner vers ça aussi, que les banques demandent? Moi aujourd'hui, après c'est parce que j'ai aussi cette mécanique de promoteur, donc moi pour moi c'est logique de mettre toujours 20 à 30% d'apport,
Mais est-ce que toi, tu vois que les banques demandent plus à 10, 15, voire 20% maintenant d'apport? C'est-à-dire, on y va, mais vous y allez. En effet, c'est une tendance qu'on a constatée dans la profession, c'est que toutes les banques qui aujourd'hui refusent des dossiers pour insuffisance d'apport demandent un financement inférieur à 90%. Et ça veut dire que la banque insiste pour le partage de risques et que l'emprunteur met de l'argent sur le projet et qu'il prenne conscience aussi qu'un financement ne se fera plus à 110%. C'est de moins en moins possible. La seule raison qui nous permettrait de pouvoir financer à 110%, ce serait de pouvoir justifier que le client a suffisamment d'épargne et qu'il est mieux placé dans la banque. Et c'est ça, moi, qui m'a toujours gêné, c'est les gens qui me disent, moi, j'ai signé un CDI il y a 3 mois, j'ai pas un euro de côté et je vais faire un prêt immobilier. Et ça me paraissait fou que les banques financent ça, en fait. Donc, quelque part, je me dis que c'est pas un moindre chose que ça se tend vers de la professionnalisation, de la mutualisation des risques. Parce que c'est dangereux pour le consommateur, tout le monde n'est pas prêt à ça. C'est cette situation qui n'est pas normale en réalité. Et il y a des situations plus normales, c'est un partenaire bancaire qui est d'accord pour prêter, mais à condition que le risque soit également pris par l'emprunteur. Parce que si la banque prend 110% de risque à prêter de l'argent sur un projet immobilier sur lequel on attend des revenus locatifs, sans épargne de côté, qu'est-ce qui se passera quand on n'aura pas un locataire en face, exactement, où on aura un locataire qui, lui, refusera de payer? En fait, je pense que ça a trop été fantasmé du fait que, évidemment, tu achètes un bien immobilier, tu as un CDI, tu fais un effort, tu fais un effet de levier par la banque, et face à toi, on a toujours eu cette tendance de dire c'est pas toi qui rembourse le prêt, c'est ton locataire qui rembourse le prêt dans les faits. Quand ça se passe bien dans l'immobilier, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais la réalité structurelle, c'est que c'est toi, monsieur ou madame machin, qui a signé, qui est garanti et qui est caution personnelle du prêt. C'est pas ton locataire. Exactement. C'est pas ton locataire qui a dans l'obligation de te rembourser le prêt. Et je pense que ce trouble psychologique que les gens se sont fait avec cet effet de levier qui est forcément attractif, et forcément c'est celui-là qui va t'enrichir aussi parmi d'autres effets de levier, mais qui est très intéressant. Il faut faire très attention de ne pas oublier cette principale chose, c'est que ce prêt, c'est vous qui le contractez, c'est vous qui le signez, c'est vous qui êtes engagé sur 15, 20, 25 ans. Exactement, et puis cette période, elle a montré aussi que les banques avaient joué le jeu des options de report d'échéance. Ouais. Et à l'inverse, on peut aussi se demander qu'est-ce qu'on aurait fait si les banques n'avaient pas la possibilité de reporter les échéances de prêt face à des personnes qui se retrouvent avec des biens vides, sans locataire. La location meublée saisonnière, par exemple, on n'a plus aucun touriste. Et aujourd'hui, si on n'a pas la possibilité de reporter 3 mois d'échéance en période de Covid et de confinement, comment fait l'emprunteur s'il n'a pas un euro de côté? Oui, et puis même, de toute façon, dans les prêts, il y a souvent cette pause annuelle que tu peux faire. Il y a plein de modularités qui peuvent être faites avec ton emprunt. Mais néanmoins, ça n'empêche pas que tu as signé quelque chose et c'est toi qui est garanti dessus. C'est-à-dire que si toi, tu es défaillant, ou si ton locataire est défaillant, ce sera plutôt toi qui seras responsable de ce prêt, tout autant que tu es actionnaire de ce prêt, caution de ce prêt. Pardon. Exactement. Tu es le propriétaire du bien immobilier. La banque a prêté sur des revenus, salaires. Tu es la garantie de voir ce crédit remboursé quoi qu'il arrive. Et donc, c'est un juste retour des choses, tout à fait. Ok. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, on peut me retrouver dans le 8e arrondissement de Paris, à l'agence La Centrale de Financement, 83 rue de Miromesnil. On mettra ton numéro de téléphone sous les liens et n'hésitez pas à contacter Mehdi. Si vous voulez en savoir plus, parce que tu l'as dit tout à l'heure, c'était très intéressant, qu'il va falloir être de plus en plus professionnel. Dans la formation HBS que vous aurez également en dessous, il y aura un module également. Il y a plein de modules, je vous invite à regarder la formation HBS, tout le contenu qu'on vous a donné à l'intérieur, mais il va y avoir un module avec Mehdi qui va vous expliquer comment pas à pas aller chercher son financement immobilier
sur financement bancaire, selon si on est salarié, auto-entrepreneur, entrepreneur. Bref, il va donner beaucoup de tips et beaucoup de contenu dans cette formation. Vous pouvez le retrouver en direct, vous pouvez le retrouver dans la formation. Puis je vous dis à très bientôt. Merci Mehdi, on va Merci à Sal. faire la formation et à bientôt. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter et également abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi visionner d'autres vidéos juste ici et je te dis à très bientôt.